Et bienvenue à ce 12e webinaire Parlons RH. Je suis Thomas Chardin, je dirige l'agence Parlons RH. Parlons RH en deux phrases très rapidement. C'est une agence de marketing éditorial et digital qui est dédiée à l'écosystème des ressources humaines. Nous accompagnons l'ensemble des acteurs de cet écosystème, qu'ils soient DRH ou prestataires RH, dans l'intégration du digital et notamment des réseaux sociaux, dans leur stratégie de communication RH, dans leur démarche de marketing RH, dans l'ensemble de leur production éditoriale RH, dans l'animation de tout ce qui concerne le community management RH. Bref, ce que nous aimons, c'est parler RH avec vous et avec vos marchés, vos candidats, vos salariés, vos managers. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, on va parler du sujet suivant qui est la fonction RH, quelle reconnaissance RH concrète pour votre marque employeur. Et nous avons le plaisir de recevoir Benoît Montes ce matin. Bonjour Benoît. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce 12e webinaire. Tu es directeur général de Top Employer Institute France, mais je vais te laisser la parole dans quelques instants. Avant, je vais juste préciser les modalités. Si j'arrive à cliquer quelque part, ça ne... Petit problème technique, mais c'est bon. Hop, c'était juste un passage d'écran. Voilà, c'est quand même important de connaître l'agenda qu'on va traiter avec vous. La première question des webinaires Parlons RH est toujours la même. Benoît va vous décrire ce dont il va parler, quel est le cadre de ton intervention, décrire un tout petit peu le sujet pour qu'on sache ce qu'il recouvre et ce qu'il ne recouvre pas. Le cœur de la thématique, ce sera qu'est-ce qu'une certification RH. Donc on verra peut-être à ce moment-là les différences avec la notion de label, la notion de classement. Et puis surtout, on verra quels sont les bénéfices, quel est le ROI d'une certification RH. Je vous rappelle quelques principes des webinaires Parlons RH. Il durera 45 minutes, alors 40 maintenant, on terminera à 11h45 précise. Vous pouvez bien évidemment, et nous vous le recommandons, nous vous invitons à le faire, évaluer ce webinaire à la fin de celui-ci. Vous pouvez mettre des commentaires, alors surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que ça nous aide beaucoup à construire les webinaires, à savoir quelles sont les thématiques qui vous intéressent, à savoir aussi ce sur quoi on a éventuellement pêché dans la présentation qui va vous être faite. Donc c'est important pour nous, vos suggestions nous sont très utiles. Et surtout, ce qui me semble particulièrement important, c'est d'utiliser la petite zone en bas à gauche, qui est le chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Benoît. Il est là pour ça, au-delà de ce sommaire et du propos qu'il va pouvoir dérouler sur cette notion de la certification. L'élément essentiel est que vous puissiez l'interroger et éventuellement faire part de vos commentaires et de votre retour d'expérience sur cette thématique. Je ne sais pas si je l'ai dit, vous pouvez télécharger la présentation à la fin également du webinaire. Donc, télécharger, évaluer, commentaires et surtout des questions. Et avant de commencer la première question par de quoi parle-t-on, Benoît, ma première question elle serait la suivante, c'est mais qui es-tu et qu'est-ce que Top Employer Institute? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours et ton entreprise? Oui Thomas, alors qu'est-ce qui, je vais essayer de faire comme toi, en 2 minutes, qui je suis. En 2 phrases, qui je suis, d'où je viens et qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que Top Employer fait à travers moi. Donc moi je suis de formation et d'expérience depuis de nombreuses années ressources humaines. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans des grands groupes industriels et de services français, en France et à l'international. Et ma préoccupation, ça a toujours été comment faire pour que ce que font les RH, ce que je fais en tant qu'RH, ce que fait mon équipe RH, soit reconnu, valorisé. Et comment faire pour que mon entreprise, qui procure à ses salariés les meilleures pratiques, soit reconnue en tant que telle. Et c'est donc la réputation employeur, l'image employeur. Et c'est pour ça que j'ai rejoint il y a quelques années, en 2012, l'Institut Top Employer qui correspondait et qui faisait ce type d'activité, c'est-à-dire analyser, auditer, certifier la qualité de ce que les employeurs font pour leurs salariés. Et j'ai lancé en 2012 la filiale française. Alors qu'est-ce que c'est Top Employer? C'est un institut qui... Juste pour finir sur ton parcours, pour être sûr de bien comprendre, tu as été DRH
J'ai été DRH. D'accord. De quelle entreprise? De Thales. D'accord. Okay. De Thales, puis DRH international d'une entreprise qui fait de la distribution dans le bas. D'accord, très bien. Distribution et Thales, parfait. Voilà. DRH, ok. Voilà. Donc Top Employeur, qu'est-ce que c'est? C'est un institut qui existe depuis une vingtaine d'années et qui a comme objectif et comme raison d'être d'auditer et de certifier la qualité de ce que font les employeurs pour leurs collaborateurs. L'entreprise audite et certifie tous les ans un certain nombre d'entreprises, plutôt des entreprises qui sont assez bien disantes sur leur proposition RH. Et cette année, c'est un peu plus de 70 entreprises qui ont été certifiées en France. C'est un peu plus de 600 entreprises qui sont certifiées dans toute l'Europe. Et puis 1200 organisations dans le monde entier. Moi, je voudrais tout de suite poser une question sur cette certification, puisque j'entends en tout cas souvent des réactions sur le sujet de la certification. C'est payant. C'est payant. Est-ce que c'est payant? Et est-ce que si je paye, je suis sûr d'avoir la certification? Voilà. Alors, une démarche de certification, c'est payant, mais on n'achète pas sa certification. Voilà. Et ce n'est pas une nuance. Quelle que soit la certification que l'entreprise va solliciter et peut-être obtenir, que ce soit la certification de ses comptes annuels par les Big Five par exemple, que ce soit les certifications ISO, qu'elles soient 9001 ou autres, ces démarches de certification ont un coût intérieur pour l'entreprise parce que ça nécessite et ça sollicite des ressources internes, et aussi un coût extérieur de l'auditeur qui, bien évidemment, est rémunéré pour le travail qu'il a fait. Mais en aucun cas, on peut acheter le résultat de cette certification. Alors, oui, on paye la démarche, mais pas la certification. Donc, la certification, comme tout acte de certification, effectivement, de diagnostic, d'audit, a un coût. Mais ce n'est pas parce qu'on se fait auditer ou certifier ISO 9001 qu'on est toujours ISO 9001, c'est la même chose pour Top Employeur. Et ce n'est pas parce qu'on a payé Top Employeur qu'on sera certifié Top Employeur. Alors, avant de prendre la question le chat va toujours trop vite, la question de Laurie, une question aussi sur la taille des entreprises qui sont auditées. Parfois, on a le sentiment que ça s'adresse à la crème de la crème ou à l'élite ou que à des structures de très grande taille. Est-ce qu'il y a des entreprises de taille plus modeste, mais finalement, c'est quoi Est-ce qu'il y a une limite d'ailleurs pour être certifié? Je ne sais pas. Alors, nous, parlons RH, on n'est pas dans cette dynamique-là, parce que là, je pense qu'on est vraiment trop petit, mais est-ce qu'il y a quel est le marché finalement de la certification en ce qui concerne Top Employeur? Alors, déjà, ce qui est important de dire, c'est que toutes les entreprises qui sont certifiées l'ont fait sur une démarche volontaire. Les certifications sont parfois obligatoires sur les comptes annuels. Ce qui est beau chez les Top Employeurs, c'est qu'ils sont tous volontaires sur cette démarche. Donc, il y a ce souci de transparence, ce souci de prendre un risque de la non-certification. Le point commun de toutes ces entreprises, c'est qu'elles ont déjà entrepris une démarche volontariste sur la qualité de ce qu'elles proposent à leurs salariés. En termes de taille, qu'est-ce que ça donne? Alors effectivement, en dessous de 250 salariés ou en dessous de 2500 salariés dans le monde, on n'est pas très pertinent, parce qu'on a un référentiel qui est quand même relativement complet, et que être certifié sur le référentiel Top Employeur, quand on a moins de 200 salariés, ça ne serait pas très efficace. Oui, voilà. Puis la structure RH n'est peut-être pas suffisamment développée pour pouvoir être certifié sur les différents thèmes. Oui, tout à fait. Donc on a des 250 salariés et on a tout secteur d'activité et on a des 250 000 salariés. De 250 à 250 000 voilà. Pour être certifié Top Employeur. Une question de Laurie, la certification est-elle reconnue partout dans le monde? Et il y a deux questions. Et quelle est la notoriété de Top Employeur dans les zones géographiques US, Asie, Afrique, Middle East? Alors, la particularité de l'Institut, c'est que nous avons un référentiel et un outil de certification qui permet des benchmarks. Et ça, c'est très unique et très précieux. Une certification ISO, par exemple, l'entreprise se doit de décrire soi-même ses processus et d'être certifié sur ses propres processus. Nous offrons aux entreprises un cadre. Ça veut dire qu'il est possible de comparer les offres RH globales d'une entreprise en Europe, aux États-Unis ou en Asie.
Alors, évidemment, nous sommes nés en Europe, donc notre plus grande présence est en Europe. On a 600 entreprises qui sont certifiées en Europe, mais on a aussi un grand nombre d'entreprises qui sont certifiées sur la zone Asie. On a énormément d'entreprises également en Afrique, puisqu'on a des entreprises qui sont top employeurs Afrique. Je pense que c'est notre deuxième continent. Et aux États-Unis, où on a un bureau et un partenariat avec HRCI, qui est, si vous voulez, la NDRH américaine, qui nous permet, à partir du bureau de HRCI à Washington, à la fois de certifier des individus sur les pratiques RH, mais aussi des entreprises sur leur engagement RH. Voilà, Louis, j'espère que cette réponse complète de la part de Benoît vous convient. Il y a la question de Damien sur quel est le coût d'une certification. Damien, ce que je vous propose, c'est de répondre à cette question. Je la note, d'y répondre plutôt vers la fin, pour qu'on voit finalement ce que recouvre le coût de la certification, hein, quel est son contenu. Mais oui, on abordera, puisque vous posez la question, je poserai la question à Benoît. La certification, Karim nous pose la question, la certification s'adresse-t-elle aux PME? J'ai entendu plus de 250 salariés. Donc au-delà de 250 salariés, a priori, si vous avez la démarche volontaire d'être certifié et audité, voilà, c'est tout à fait possible. Et enfin, Cécile nous pose la question, quelle est la différence entre Top Employer Institute et Great Place to Work? Ce que je vous propose également, c'est de traiter cette réponse de façon plus globale et aussi à la fin de voir peut-être la différence entre les classements, etc., voir la différence entre certification et d'autres types de labels. Non, justement, et la différence avec certification et label. Sur quels critères se base la certification? Karim aussi, on va traiter ce point, donc on va, c'est parfait, continuer à poser vos questions. On va essayer de traiter le temps moyen pareil, on va essayer toutes ces questions, on va y répondre. Donc je vais laisser juste la parole justement à Benoît pour nous dire ce dont il va parler, sur de quoi parle-t-on quand on parle de certification, et même quand on reprend le thème de notre webinaire Fonction RH, quelle reconnaissance RH concrète pour votre marque employeur. Est-ce que tu peux en 3-4 minutes nous poser un peu le cadre de ton intervention? Oui. Alors, avec les réseaux sociaux, ils existent depuis des années, mais leur application, leur applicatif, on est rentré dans un monde de transparence. Et qu'on soit entreprise, particulier sur Airbnb ou qu'on soit entreprise sur ses produits ou sur sa marque employeur ou sur ses outils de recrutement, qu'on soit un hôtel, les réseaux sociaux se sont emparés de la transparence. Et aujourd'hui, il n'y a pas un Airbnb qui ne soit pas noté, il n'y a pas une entreprise ou un hôtel qui ne soit pas noté, et il n'y a pas une offre RH qui ne soit pas notée. Donc tout ça, c'est basé... c'est basé sur le lien social, c'est basé sur l'échange, c'est basé sur l'expérience candidat, c'est basé sur l'expérience salariée. C'est la grande différence entre la perception et la démonstration. La perception, c'est tout ce que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, qui sont un indicateur de notoriété. Ce que nous faisons, nous, chez Top Employeur, c'est que nous auditons les pratiques. Et c'est un instrument qui est très complémentaire. Donc, dans ce monde de transparence, dans ce monde de perception, les entreprises aujourd'hui ont besoin d'éléments probants pour pouvoir répondre à cette perception. J'ai une image employeur qui est très très bonne. Est-ce que les salariés, est-ce que le public extérieur a raison de penser ça, ou est-ce qu'il y a encore des domaines sur lesquels je dois m'améliorer? La seule façon de le savoir, c'est de se benchmarker par rapport à d'autres entreprises et de se faire auditer sur ces pratiques en tant que telles. Voilà. Ce que nous offrons aux entreprises, c'est un outil de dialogue plutôt mature, plutôt de haut niveau, avec le grand public par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Alors, on va tout de suite poursuivre. Je vois qu'il y a des questions, donc comme il y a des questions, on va essayer n'hésitez pas à continuer à en poser. J'ai bien noté, hein, Karim, Damien, Cécile, vos questions, on va y revenir, mais continuez à nous en poser et on va les traiter tout de suite. D'ailleurs, puisque c'était Karim qui posait la question, sur quels critères se base la certification? Donc, qu'est-ce qu'une certification? En quoi, presque, puisque tu évoquais le fait de mettre en exergue la différence vis-à-vis des perceptions, et donc le fait que la certification est plutôt une méthodologie, une démonstration solide, elle s'appuie sur quoi, cette démonstration? C'est ça. Alors la perception, c'est important parce que c'est
dans la définition de la communication, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce que l'autre a reçu. Et ce que l'autre a reçu, c'est des pratiques qui sont réelles et qui sont parfois communiquées différemment ou avec difficulté. Je ne vais pas commenter la slide que vous voyez apparaître parce qu'elle est très compliquée et relativement complexe, mais vous voyez que dans ce que nous appliquons, nous, en processus de certification top employeur, c'est les 8 étapes classiques d'un processus de certification où on commence par la normalisation des pratiques RH, relier les politiques RH avec des pratiques opérationnelles, et puis mesurer l'effet, et qui mesure l'effet de ces politiques RH pour pouvoir les améliorer. Voilà. Donc dans un principe d'amélioration continue. Ce que nous offrons en plus d'une certification classique, vous le retrouvez sur la droite, c'est à la fois in fine une restitution des résultats de la certification. Où est-ce que vous êtes au-dessus du marché, au-dessus des top employeurs dans cette certification? Où est-ce que vous pouvez vous améliorer? Quelles sont les grandes tendances du marché? Quels sont les domaines sur lesquels vous êtes en avance ou en retard? Voilà. Cette restitution et ces benchmarks permettent de travailler sur deux pieds, sur deux branches. Le premier, c'est de pouvoir communiquer correctement. Quelle est la perception de ma politique de rémunération? Elle est bonne, pas bonne? Mais quelles sont les pratiques de rémunération? Est-ce qu'elles sont bonnes, pas bonnes? Et s'il y a un delta entre les deux, on offre aux entreprises la possibilité d'avoir des outils démontrés, soit de pouvoir s'améliorer, soit pouvoir communiquer qu'effectivement, sa politique de rémunération est au meilleur niveau. Puisque tu parles de perception, qu'on en a parlé juste avant, je me permets de prendre la question de Régina, qui pose la question suivante. Si je comprends bien, vous ne prenez pas en compte la perception des salariés, uniquement les pratiques managériales. Comment sait-on du coup si nos pratiques RH, sont à la hauteur des attentes des collaborateurs? Effectivement, il y a cette question qui est de dire, puisqu'il y a une procédure de certification, 8 étapes, normée, structurée, méthodique, qui s'appuie sur un benchmark, est-ce que vous prenez en compte la mesure des perceptions des collaborateurs? Quelle est la réponse par rapport à cette remarque de Régina? Alors, la perception, elle est clé. J'ai commencé par ça en disant que dans toute communication, ce qui est important, ce n'est pas ce qui est dit, ce qui est important, c'est ce qui est compris. Nous, ce que nous vous offrons à l'entreprise, ce n'est pas uniquement des outils de communication, c'est des éléments de preuve pour pouvoir communiquer. Et ce que nous audissons et ce que nous certifions, c'est la qualité de ce que proposent des pratiques et des politiques que mettent en œuvre les entreprises pour leurs collaborateurs. Et effectivement, ce qui est important, c'est de pouvoir les expliquer, les communiquer de façon satisfaisante pour qu'elles soient comprises, pour que la perception en soit la meilleure. D'accord. Alors, Karim, je vois bien votre question, j'ai bien vu les questions aussi de Joris, on va y revenir, j'espère ne pas oublier vos questions, mais je les note. Alors, il y a effectivement une procédure en 8 étapes, avec un benchmark et l'identification de points forts et d'axes de communication, enfin de leviers même. Quel est l'environnement traité? Et d'ailleurs, c'est un peu la question de Karim, hein, c'est dire, est-ce que vous prenez en compte la digitalisation des entreprises? Quel est le champ d'expertise RH traité? Oui. Alors, vous le voyez sur cette présentation, c'est relativement large. Ça commence par la stratégie RH, la stratégie de management. On regarde à quel niveau l'entreprise est structurée sur ses politiques RH. Ensuite, on va étudier ce que l'entreprise fait en termes d'intégration, en termes de formation, de développement de ses salariés, comment est-ce qu'elle évalue sa performance, comment est-ce qu'elle l'évalue et comment est-ce qu'elle la reconnaît et elle la rétribue. Comment est-ce qu'elle fait évoluer les salariés par la gestion de carrière? Et puis, évidemment, c'est le premier acteur, hein, comment est-ce que les salariés sont rémunérés? Quels sont les avantages sociaux auxquels ils peuvent prétendre? Et également, comment est-ce qu'ils sont managés? Et quelle est la part entre le leadership et le management? Et ensuite, un critère qu'on appelle la culture d'entreprise, qui est un des éléments les plus importants dans notre audit, dans notre certification, qui couvre énormément de choses, puisque ça va de la diversité, de la responsabilité sociétale, des outils de communication. Quels sont les outils de communication qui sont à la disposition des managers, mais aussi des salariés, pour remonter de l'information. Qu'est-ce qui est fait dans l'entreprise en termes de bien-être, d'éthique et de networking. Donc vous voyez que le champ qui est couvert par l'environnement managérial et RH de la certification est relativement large. Par rapport à la question de Karim, la digitalisation, elle va être abordée dans ces 8 boîtes RH, c'est-à-dire qu'elle est transverse à tout ça?
Alors, dans chacun de ces chapitres, prenons par exemple la formation et le développement. Ce qu'on va analyser, c'est quel est le niveau de formalisation. Est-ce qu'il y a une politique formation et développement qui est développée par l'entreprise, écrite. Ensuite, on va analyser l'ownership, c'est la responsabilité de la DG. À quel niveau de l'entreprise, à quel niveau de responsabilité la formation et le développement est porté. Ensuite, on va regarder quelles sont l'ensemble des pratiques qui sont appliquées, qui sont proposées en termes de formation. Et puis, on va regarder comment est-ce que les pratiques de formation sont évaluées. Et enfin, quel est le sous-jacent technologique. Quels sont les outils informatiques, quels sont les outils SIRH qui sont à disposition des RH, bien évidemment, mais surtout des managers et des salariés, pour pouvoir avoir un effet d'accélération. On sait très bien qu'aujourd'hui, dans le monde du digital, le fait d'avoir des SIRH est un accélérateur de la prise en main. C'était bien la remarque de Karim qui disait effectivement, il parle de l'informatisation des processus de gestion. Donc la réponse est oui. Dans ces 8 champs d'expertise de la certification, c'est bon si je parle comme ça, oui. C'est les processus, l'informatisation des processus, quand il y a matière, sont bien intégrés à l'audit. Alors si on poursuit, je ne sais pas si le chiffre 8 est clé, 8 étapes de la procédure, 8 champs d'expertise RH, et il y a des axes d'analyse, et il y en a 7. Voilà. Un de moins. Je vais en parler. Donc, l'ensemble de ces champs sont analysés de façon transverse sur leur formalisation, stratégie politique, sur les priorités. Quelles sont les priorités en termes de formation, en termes de développement, en termes de boarding. Le rôle de la direction, on en a parlé, c'est l'ownership. Les pratiques, comment est-ce qu'elles sont mesurées, évaluées et par qui. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir, est-ce que la RH évalue la RH ou est-ce que c'est les collaborateurs qui donnent leur avis? Est-ce que c'est les managers qui donnent leur avis sur leur satisfaction, sur la formation ou l'intégration? Quels sont les indicateurs qui sont pris en compte? Et le support technologique, puisque le digital, c'est quelque chose de clé. Il y a Margot qui pose la question suivante. Comment cela se passe quand une entreprise fait partie d'un groupe? Le fait que le groupe ait la certification permet-il à ses filiales d'en bénéficier? Une filiale de moins de 250 salariés peut être très mature sur ses process, tout à fait vrai, vous avez raison Marco, quand elle fait partie d'un groupe et est auditée régulièrement. C'est vrai que comment ça se passe entre le groupe, les filiales voilà. Alors ça c'est une question très technique. C'est ce qu'on appelle le périmètre de certification. Ça, c'est la première question qu'on pose aux entreprises. C'est qu'est-ce que vous voulez certifier? Est-ce que c'est homogène, pas homogène? Est-ce qu'il y a des filiales? Est-ce qu'il y a un siège? Est-ce qu'il y a un manufacturing unit? Est-ce qu'il y a un centre de distribution, de logistique? À quel point est-ce qu'elles sont homogènes en termes de pratique RH ou pas? En fonction de ce niveau d'homogénéité, on va effectivement proposer aux entreprises d'avoir 1, 2, 5 ou 10 périmètres de certification. Donc, sur certaines entreprises qui sont extrêmement intégrées, qui sont même quasiment très intégrées, même au niveau européen, par exemple, on va avoir des certifications qui vont couvrir peut-être plusieurs pays. Mais d'autres qui sont beaucoup moins intégrés, qui ont un centre de distribution, des départements uniquement commerciaux ou des usines. La certification sur une marque peut, par exemple, exclure le manufacturing unit. Donc, notre objectif, c'est d'être plutôt transparent vis-à-vis du public sur quel est le périmètre qui est couvert par cette certification. Donc effectivement, c'est une question de périmètre et je pense que si la filiale en question fait partie du périmètre, elle sera bien sûr aussi auditée et certifiée, elle pourra profiter de la certification. Stéphanie pose la question de quels sont les KPI, puisqu'on parle des KPI ici, quels sont les KPI les plus utilisés? Voilà. Alors ça, c'est une excellente question ça fait partie des choses que nous présentons dans la restitution. À la fin de chaque certification, on restitue le résultat aux entreprises. Quels sont les domaines sur lesquels vous êtes particulièrement performants? Quels sont les domaines sur lesquels vous n'êtes pas au rendez-vous par rapport aux tendances qu'on a analysées? Sur les KPI, sur les indicateurs, ce qu'on demande aux entreprises... Comment est-ce qu'on fait, excuse-moi, je te coupe, comment est-ce qu'on fait pour dire vous n'êtes pas au rendez-vous? C'est par rapport à un benchmark, c'est par rapport à des entreprises du secteur d'avoir des concurrents, c'est ça? C'est parce que vous vous appuyez sur un benchmark? Parce que dans l'absolu, dire qu'on est bon ou pas en rémunération, par exemple, c'est difficile de se positionner. Donc c'est par rapport à un benchmark. C'est là où vous êtes en capacité, d'accord. Alors par rapport aux rémunérations, c'est facile de savoir si on est bon ou pas bon en termes de rémunération. Quoique, ça se discute.
Voilà. Oui, je prenais le thème de la rémunération parce que souvent on n'est pas bon, mais ça dépend par rapport à quoi on se compare. On aimerait toujours être mieux payé. Exactement. Je ne sais pas vous, en tout cas moi c'est le cas. Les indicateurs, en fait, et les KPI, chaque entreprise a des KPI différents. Et pourquoi ça nous intéresse? Parce que quand vous avez une politique, une stratégie d'onboarding, que vous avez des priorités que vous avez fixées sur votre politique d'onboarding, ce qu'on regarde, c'est si les indicateurs, si les KPI qui sont analysés ont une cohérence par rapport à ça. Et s'ils n'en ont pas, on a un problème sur l'amélioration continue. Voilà. Donc ça sert à ça d'analyser les KPI, c'est de savoir s'il y a une cohérence entre les objectifs que s'est fixé l'entreprise et ce qu'elle mesure en réalité. De toute façon, là, vous êtes rodé, vous avez une batterie d'indicateurs au départ, de benchmark, etc. Exactement. Tout ça, c'est vu la méthodologie. Karim pose la question au fait, comment est-ce qu'on fait? Alors, attendez, la question, elle est passée rapidement, donc je la cite de mémoire, mais vous procédez comment avec les entreprises? C'est-à-dire que, ok, moi je suis client, oui. Comment on a défini un périmètre, okay, que le groupe parle en RH, pas forcément ses filiales. Oui. Comment on procède? Alors, en termes de moyens. Voilà. Donc c'est très customisé, évidemment. En fonction de la taille du périmètre, on va conseiller aux participants de désigner un chef de projet. Effectivement, quand vous voyez la largeur de ce que nous allons analyser, souvent une personne ne va pas pouvoir répondre à l'enquête, puisque c'est une enquête. Le référentiel est transformé en enquête. Au sein de l'entreprise, il va y avoir un chef de projet, comme dans toute certification. Ce chef de projet va aller voir qui le responsable onboarding ou recrutement, qui le responsable formation, le responsable RSE, etc., etc., etc. Et chacun de ces acteurs dans l'entreprise va répondre à l'enquête et va documenter ses réponses. Est-ce que c'était ça la question? Oui, quelles sont les différentes étapes? Et une fois qu'il. Alors, donc la première étape. Enfin, me semble-t-il, hein, Karim, n'hésitez pas à nous dire si c'était pas ça votre attente. Donc pour nous, la première étape, c'est d'organiser l'entreprise, ou de lui faire prendre conscience de la nécessité d'avoir un chef de projet pour pouvoir répondre à l'enquête de façon satisfaisante. Voilà. Une fois que c'est ça, on met à disposition sur une plateforme sécurisée l'enquête dans laquelle on retrouve le référentiel top employeur. Chacun des acteurs va répondre à l'enquête et documenter ses réponses. C'est la troisième étape. Quatrième étape, on va récupérer toutes ces datas. On a un système d'audit tool qui nous permet d'aller en fonction des indicateurs, du secteur d'activité, de la taille de l'entreprise. On sait globalement, un peu comme dans un cabinet d'audit, quels sont les endroits sur lesquels on va poser des questions aux entreprises. Voilà. Et où est-ce qu'on peut attendre telle ou telle entreprise. Et donc, ça va déclencher l'audit sur site. Cet audit sur site consiste en une réunion avec les différents contributeurs de la réponse à l'enquête qu'on va interroger ou auxquels on va demander des précisions sur les documents ou sur les réponses qu'ils ont apportées. Une fois que c'est fait, on va envoyer tout ça au centre de recherche qui est chez nous à Amsterdam. Les réponses vont être pondérées, puisqu'il y a des pratiques qui sont classiques, qu'on va pondérer à 0,7, et d'autres qui sont des pratiques qu'on considère comme avancées, qu'on va pondérer par exemple à 1,2. C'est très technique. Une fois que c'est fait, on va arriver à un scoring, et ce scoring va nous permettre de dire à l'entreprise, de communiquer à l'entreprise sur le fait qu'elle est ou pas certifiée top employeur cette année. D'accord. Je vais reprendre les différentes étapes que j'ai entendues. Désignation. J'en reparle juste après. Je le fais rapidement. Ouais. Désignation d'un chef de projet. Exactement. Qui documente l'enquête. Qui va coordonner en fait. Qui coordonne en interne. L'enquête, effectivement. Ouais. Donc il y a quand même une phase de documentation. J'avais noté ce point-là, documentation sur la plateforme. Alors le chef de projet, il va renseigner le pivot en interne. Voilà, il va renseigner. Et il aura l'accès qu'il va pouvoir donner à ses contributeurs en interne dans l'entreprise aux différents chapitres. D'accord, voilà. Ok. Donc c'est pas effectivement, c'est pas le chef de projet, mais il y a la désignation d'un chef de projet, voilà. La documentation, exactement, l'analyse, oui. L'audit oui. sur site, le diagnostic, oui. le scoring, oui. et la restitution, la certification ou pas. Exactement. Je profite, il y avait une question sur la certification qui était de dire est-ce qu'il n'y a pas un effet bad buzz quand on n'est pas certifié? Voilà. Si mon entreprise n'obtient pas la certification, c'est Joris qui pose cette question. Oui. Si mon entreprise n'obtient pas la certification tant attendue, ne risque-t-elle pas de faire face à l'effet boomerang auprès des salariés?
critique, vous n'êtes même pas certifié top employeur. Si l'entreprise a pris le parti pris d'informer ses salariés ou ses partenaires sociaux du fait qu'elle est rentrée dans ce processus de certification et qu'elle n'est pas certifiée, effectivement, il y a un souci. Mais on a des entreprises qui sont intéressées par les benchmarks et par le fait d'étudier ou de mesurer quelle est la distance qui la sépare d'une certification. Voilà. Et donc là, on n'est pas dans la communication, on est juste dans l'audit. Il y a plein d'entreprises qui font auditer leurs pratiques sociales, leurs relations sociales, leurs outils de recrutement, dans un audit pur qui n'a pas vocation à communication. Voilà. Évidemment, ces entreprises-là font cette démarche, pas du tout pour une démarche avec une volonté de communication. Donc non, quand on est une entreprise qui participe à la démarche et qui n'est pas certifiée, seul le donneur d'ordre, le DRH, sera informé des résultats. Voilà. Oui, je vous invite quand vous faites les Jeux Olympiques à ne pas communiquer sur le fait que vous allez avoir tout de suite la médaille d'or. Exactement, voilà, donc, c'est ça. Une fois que vous l'avez, éventuellement vous pouvez communiquer auprès des... Voilà. Alors, il nous reste 10 minutes. Je vous propose juste de poursuivre. Encore une fois, j'essaie de ne pas perdre vos questions et je les vois défiler et continuer. On va juste, donc ça, avez-vous des questions continuelles, on va les prendre. Quels sont les bénéfices? Est-ce qu'en quelques minutes, on peut dérouler les différents bénéfices d'une certification et revenir sur un point, une des questions qui a été posée, c'est quelle est la différence entre certification et labellisation, classement? Oui. C'est une des questions qui était là-dessus, je crois. Oui. Alors, un label, c'est un certain nombre de pratiques qui ont été édictées par un syndicat professionnel ou par une région, etc., et qui caractérisent un produit. Voilà. Donc on a ce label, label rouge pour le poulet ou pour les œufs en plein air, etc. Un label pour les RH, par exemple, ça pourrait être le fait d'avoir tel type de comportement vis-à-vis de ses salariés ou sur de la diversité ou sur le taux d'engagement de ses salariés. Voilà. Un classement, c'est un classement. Vous êtes dans l'entreprise qui est la préférée des jeunes diplômés, la préférée des stagiaires, la préférée, voilà. Et donc en fonction de la note que vous avez obtenue, qui a été donnée soit par des journalistes, si c'est le classement de stratégie, ou par des étudiants, si c'est Trendels, ou par vos gros salariés, si c'est Great Place to Work, voilà, vous avez un classement des entreprises qui sont très attirantes, celles qui sont très attirantes, moins attirantes ou pas attirantes. Voilà. Le classement n'est pas attirante, je ne la connais pas. Mais je... voilà. C'est comme les entreprises qui ne sont pas certifiées. On ne connaît pas le classement. Les classements, c'est un peu comme ce que tu disais. Le problème du classement, c'est que finalement, on se souvient du premier, mais le deuxième difficilement, et puis le troisième, plus du tout. Voilà. Alors qu'une certification, tout le monde est certifié. C'est binaire. C'est comme le bac. On a le bac, on n'a pas le bac. Voilà. Par contre, on est premier du concours ou pas premier du concours. Donc en termes d'utilisation et en termes d'impact, c'est différent. Il y a autant de raisons d'être certifié pour une entreprise qu'il y a d'entreprises. La première va être certifiée parce qu'elle a des résultats extraordinaires sur la culture d'entreprise, d'autres sur la formation, d'autres sur la façon dont elle a développé les parcours professionnels dans le cadre de l'évolution professionnelle. Voilà. Donc c'est ça qu'on essaie de valoriser aussi. Alors, il nous reste quelques minutes, je réponds. Est-ce que tu peux, vraiment en quelques mots, nous dire quels sont les bénéfices de la certification? Et après, on va revenir sur les questions surtout sur les coûts. Je reprends la certification. Quel est le coût? C'est Damien qui posait la question. Quel était le coût? Ça me semble intéressant de poser cette question-là qui revient de temps en temps. Je vais essayer de prendre les autres aussi. Allez, par le coût ou par les bénéfices très rapidement? Allez, les bénéfices en une minute. Allez, une minute sur mon courage. Une minute de bénéfices. Alors, la reconnaissance, les benchmarks et les échanges. La reconnaissance, bien évidemment, ça c'est si l'entreprise a été certifiée. On a la chance d'avoir des partenariats qui sont très forts, puisque on publie tous les ans dans les Échos, dans Le Parisien, dans Aujourd'hui en France, qui sont les 3 médias les plus
plus universelle, on va dire, en France. Un cahier spécial sur qu'est-ce que c'est, qui sont les top employeurs. Et donc, c'est des entreprises qui forcément vont être reconnues comme des employeurs de référence. Ça a un impact à la fois sur les équipes RH, parce que rares sont les reconnaissances pour les RH purs. Voilà. Donc c'est la reconnaissance du travail des RH, et parfois elles en ont bien besoin dans cette période de confirme. hein, voilà. C'est une reconnaissance aussi pour les salariés, parce qu'on est toujours fiers de travailler pour une entreprise qui travaille pour le bien-être de ses collaborateurs. Et puis c'est une reconnaissance aussi pour les clients, qui achètent des produits qui sont made by happy people, comme on dit en bon français. Pour les fournisseurs, parce que si on a un acheteur qui est plutôt bien traité, peut-être être moins agressif, hein, ou avoir une vision plus lointaine. Et puis par les actionnaires, on en parlait, parce que c'est effectivement avoir des salariés qui sont bien traités, c'est peut-être une assurance d'avoir des clients qui seront bien traités. Donc c'est la reconnaissance à 360 degrés. Voilà. Le benchmark. Le benchmark, le bienfait d'une certification avec un référentiel propriétaire, c'est de pouvoir se comparer. Qu'est-ce que je fais en intégration qui n'est pas fait ailleurs et qui va être ma marque personnelle. Qu'est-ce que je ne fais pas, par exemple, sur la formation. Qu'est-ce qui me manque pour que le développement professionnel de mes collaborateurs soit le plus efficace. Donc ces benchmarks, qui sont des outils d'aide à la décision pour les équipes RH, qui sont des outils de positionnement pour les équipes de communication RH, sont vraiment extrêmement précieux et extrêmement valorisés. Et dernier bénéfice sélectionné ici, puisqu'il y en a effectivement bien d'autres. Merci Thomas. Non mais il fallait choisir, voilà. C'est renoncer. Ouais. Le networking, l'Institut Top Employeur organise très régulièrement avec les entreprises qui sont certifiées à la fois un échange sur les tendances, quelles sont les next practices et pas les practices actuelles, autour de thématiques spécifiques. Quid de comment est-ce qu'on mesure l'efficacité d'un processus de formation, comment est-ce que on communique sur le ROI de ses pratiques RH, comment est-ce que on gère à long terme dans une période d'incertitude, comment est-ce qu'on évalue les talents de demain avec les outils d'aujourd'hui. Voilà. Donc ça, on a la chance d'avoir des entreprises comme Saint-Gobain, comme McDo et comme d'autres, Technip et autres, Bouygues Immobilier, qui nous reçoivent et qui reçoivent la communauté des top employeurs pour échanger sur ces pratiques-là. Okay, alors là, et puis on intervient aussi avec les professeurs d'HEC et de l'ESSEC sur ces pratiques-là. Donc là, Benoît est très modeste parce qu'on en parlait juste ce matin également. Il disait que ça rencontrait un vif succès et qu'il y avait vraiment des échanges extrêmement riches entre pairs et que dans ces networking-là, il y avait une énergie extrêmement intéressante qui se dégageait, vraiment une utilité pour les participants très très forte, je me permets de le dire, parce qu'on a échangé ce matin sur cette thématique-là. Pour répondre à la question dans les quelques minutes, dans les 4 minutes qui nous... la minute qui nous reste, après on conclura, sur quel est le coût moyen d'une certification. Ça coûte combien? Ça coûte combien la certification? Évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, ça dépend du périmètre de l'entreprise. Oui. Le coût moyen d'une certification, c'est autour de 15 000 euros. 15 000 euros, ça comprend tout. C'est le benchmark, le networking, l'audit, la certification et les outils de communication. À comparer à un diagnostic, je pense à ça parce que j'étais consultant chez Deloitte maintenant il y a quelques années, mais voilà, en termes de diagnostic, enfin j'aime beaucoup mes anciens collègues de Deloitte, mais à comparer à un diagnostic de consulting en pratique RH. 15 000 euros en moyenne. En moyenne. D'accord. Voilà, on arrive il ne nous reste plus que 3 minutes pour conclure, et comme à chaque fois dans tous les webinaires Parlons RH, je pose toujours les deux mêmes questions à mon interlocuteur, qui est d'une part, quelle est ton actu, et d'autre part, quel est ton coup de cœur RH à partager avec les participants. Alors mon actu, c'est les prochaines conférences que nous allons organiser. Malheureusement, elles ne sont pas publiques, mais c'est une conférence que nous allons organiser chez Saint-Gobain et qui va parler de la transition du manager au leader et de leader au manager designer. Voilà. Bon, j'espère que tu viendras lors d'un webinaire nous parler de ce sujet. Et ton coup de cœur RH?
Et mon coup de cœur RH, c'est pour une publication assez extraordinaire qui est parue, qui est sortie très récemment, et qui parle de la responsabilité sociétale des marques, et qui explique pourquoi une politique RH et une responsabilité sociétale d'entreprise a un poids sur le produit en tant que tel. C'est quoi cette publication? Voilà. C'est La vie des marques. La vie des marques. Voilà, et qui a publié. C'est un magazine? C'est un magazine. C'est un magazine. Ouais. La vie des marques. Voilà. Et donc bravo pour ce qu'ils ont fait, Ouais. d'incarner la réalité et la responsabilité sociale d'une entreprise ou d'une marque sur son succès économique. Bon, merci beaucoup pour ce coup de cœur, la vie des marques et l'importance de la RSE au travers des marques. Merci beaucoup, Benoît, d'être venu ce matin échanger sur cette thématique vaste. Donc, on a toujours un peu de frustration à ne pas pouvoir traiter l'ensemble des questions. Je vous remets nos coordonnées qui sont là, mais vous pouvez les télécharger à l'issue de ce webinaire. Maintenant, vous pouvez télécharger la présentation et n'hésitez pas à poursuivre l'échange sur les réseaux sociaux et à évaluer également ce webinaire. Merci mille fois, Benoît. Pour ma part, je vais conclure pour vous dire que je vous donne rendez-vous le 22 mai 2017, évidemment, pour le 13e webinaire de Parlons RH. Nous aurons le plaisir d'accueillir Muriel Besnard, qui est juriste, spécialiste en droit social de la société ADP, et qui viendra nous parler d'un sujet fortement d'actualité et qui ne devrait pas être impacté par les élections présidentielles, qui est le droit à la déconnexion et les conséquences de la loi travail pour l'employeur. Alors peut-être que la loi travail se verra bouleversée, mais le droit à la connexion un peu moins, donc elle viendra traiter de façon pratique et concrète cet ensemble de problématiques. Merci beaucoup. Merci Thomas, merci à vous tous. Et à très bientôt, merci, au revoir. À bientôt.